Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du QI. C'est un sujet qui est très tabou, polémique. Il est remis en question, dénigré, haï, voire même. Et le sujet est en généralement très évité, surtout en France, un peu moins dans les pays anglo-saxons. Et donc du coup, qu'est-ce que le QI? Euh, le QI, en fait, c'est un score euh, obtenu sur différents tests qui permet d'apprécier la capacité de mémoire, d'abstraction, de réflexion, de compréhension d'un individu. Et ce score-là est réparti sur une courbe en cloche. C'est que vous pouvez voir ici, c'est simplement une courbe qui indique la répartition d'un trait quantitatif dans une population. C'est-à-dire qu'en général, vous avez beaucoup de chances d'être dans la moyenne et beaucoup moins d'être dans les extrêmes. Le test de QI le premier a été inventé par Alfred Binet en 1905 sur la demande du gouvernement français d'ailleurs pour permettre de juger et d'apprécier en fait les, euh, les capacités des élèves surtout. Il vise en fait ce test de QI à délimiter un facteur, le facteur G. Alors qu'est-ce que c'est que ce facteur G en fait? On s'est rendu compte en faisant ces tests que il n'y avait pas de spécialistes de l'intelligence en général. En moyenne, il n'y avait pas vraiment de spécialistes. C'est-à-dire que ceux qui avaient des bons tests, par exemple à la capacité de mémoire, avaient aussi des bonnes capacités d'abstraction et de réflexion par exemple aux autres tests. Et que quelqu'un qui avait un mauvais score, en général, n'avait pas des très bons scores dans les autres. Euh, on a donc pu établir ce facteur G qui serait donc une espèce de trait central qui définirait toutes ses capacités et ses résultats aux différents tests. Ce facteur G, donc, l'hypothèse la plus présente aujourd'hui, c'est que ce serait un facteur biologique en fait. Ce serait un facteur biologique dans les capacités du cerveau et son fonctionnement. Alors, je vais définir quelques termes avant de commencer avec des études et leurs résultats. Mais par exemple, une méta-analyse, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un regroupement de différentes études qui ont tous testé le même sujet, qui ont toutes eu des méthodes qui ont été vérifiées, et parmi celles qui ont des méthodes ont été vérifiées et garanties comme étant correctes, on a regroupé les tests statistiques, et c'est considéré en fait, parce que c'est sur beaucoup de monde et beaucoup d'études différentes, c'est considéré comme le plus haut niveau de preuve scientifique. Un test de corrélation, qu'est-ce que c'est une corrélation? Un chiffre de corrélation, c'est un chiffre qui va de -1 à +1. Et en fait, ça veut dire que si le chiffre de corrélation entre deux éléments, par exemple l'intelligence et la réussite scolaire, est de -1, c'est que la corrélation est absolue entre l'intelligence, absolument négative entre l'intelligence et la réussite scolaire. C'est-à-dire que les gens qui sont intelligents n'ont aucune chance de réussir à l'école. Si à l'inverse la corrélation est de +1, ça veut dire que en fait la corrélation est un avantage absolu. C'est-à-dire que c'est quasiment que l'intelligence qui va déterminer votre réussite scolaire. Un chiffre de 0 étant une absence de corrélation totale. En général, en sciences, une corrélation de 0,5 commence à être considérée comme réellement intéressante, surtout dans les sciences sociales où en général les corrélations sont très rares et ce n'est pas vraiment des sciences dures. Donc, le test de QI, il est imparfait aussi, parce qu'il dépend beaucoup d'études par exemple ont montré qu'il dépendait des conditions. Par exemple, si on vous mettait une récompense en fonction de votre résultat, ça améliorait votre score. Si vous mettait en situation de stress, ça pouvait baisser votre score, un test de QI. Donc même si ce test il est imparfait, ces petites différences-là, si le test est bien fait, il est gommé en général si on prend beaucoup de personnes en même temps. C'est-à-dire que celui qui a mal réussi parce qu'il était stressé sera compensé par celui qui a bien réussi parce qu'il était bien reposé. Donc d'où l'importance d'avoir des méta-analyses et des tests sur le plus de personnes possible. En fait, les tests de QI, pourquoi ils sont utiles et importants aujourd'hui, et pourquoi il ne faut pas les dénigrer ou les abandonner, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, ça reste le facteur le plus déterminant sur la réussite scolaire d'un élève. C'est-à-dire que c'est prédictif. Si un enfant a
un adolescent, avant la détermination de sa réussite scolaire ou non, a un QI plus élevé, il aura déjà beaucoup plus de chances de s'en sortir. C'est assez prédictif. La corrélation entre réussite scolaire et QI d'un individu est de 0,5, c'est 0,54, selon une méta-analyse de Tarmo-Strace que je vous mettrai dans la description, comme toutes les autres d'ailleurs. Et cette corrélation de 0,54, elle est quand même assez forte. On n'a rien trouvé en général d'aussi fort dans les sciences sociales depuis leur existence. La corrélation entre QI d'un individu et sa réussite scolaire se voit aussi différemment à l'échelle d'un pays. C'est-à-dire que le QI moyen d'un pays est extrêmement corrélé à la réussite économique, en fait, aussi. Mais donc, si le QI il est si important, qu'est-ce qui détermine en fait ce facteur? Et bien d'après une méta-analyse réalisée sur 80 000 personnes environ, c'est quand même extrêmement important, on a établi une corrélation de 0,89, c'est-à-dire que 85% en général des variations observées sur l'intelligence, sur le QI, sont liées à la génétique. C'est là que ça devient tabou en fait, ce sujet. Et d'ailleurs, ces études-là de corrélation entre génétique et QI ont été testées par séquençage maintenant, parce que récemment on a commencé à séquencer le génome de beaucoup de personnes pour de nombreuses études, ça se fait de plus en plus. Et en fait, on a même pu maintenant identifier quels gènes sont impliqués en fait dans le QI. C'est-à-dire qu'on a repéré énormément d'allèles, c'est-à-dire de versions de gènes, qui sont positivement ou négativement corrélées au QI. Et en général, c'est en cours d'étude, mais ces résultats sont assez cohérents, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des gènes la plupart du temps du cerveau, par exemple de la communication cellulaire, mais aussi dans une moindre mesure du système hormonal et immunitaire, par exemple. Ça peut donc associer ce facteur G à un principe biologique lié à la génétique, qui est la capacité de création de connexions entre les neurones, la taille du cerveau, la masse de la substance grise, et la communication efficace entre les différents neurones. C'est ce qu'on a pu observer sur les premiers gènes qui ont été identifiés, qui sont en général impliqués dans ces fonctions-là. Si la génétique définit 85% des variations d'intelligence, ou plus ou moins du QI en fait, parce que le QI reste une évaluation imparfaite de ce qu'on appelle l'intelligence communément, l'environnement a un effet quand même qui définit 15%. Cet effet, la plupart du temps, d'ailleurs, il est limitant. C'est-à-dire que, en général, c'est plutôt des problèmes environnementaux qui vont réduire notre potentiel, en fait, qui vont gâcher notre potentiel. Par exemple, les carences en iode de la mère, au moment de la grossesse, vont créer une maladie qui s'appelle le crétinisme. C'est de là que vient l'expression crétin des Alpes. C'est que justement, quand ils ont commencé ces tests, ils se sont rendus compte qu'il y avait un QI plus faible dans les Alpes, qui était lié en fait au manque de sel et d'apport en iode chez les mères, qui donc entraînait une retardation mentale de la plupart de beaucoup d'enfants dans ces régions alpines. Il y a d'autres facteurs aussi environnementaux qui peuvent fortement affecter le QI, comme la dépression pendant l'adolescence, ou les maladies graves, les traumatismes qui vont entraîner aussi parfois des réductions de croissance, ont été montrés comme évidemment ayant un effet sur le développement psychologique d'un individu et aussi de son potentiel intellectuel. Là, on va arriver sur un sujet encore plus tabou, car si on a maintenant montré que ces différences étaient fortement génétiques, ça implique aussi que les différences entre les pays peuvent l'être. C'est-à-dire qu'on observe, par exemple, différences drastiques entre les pays au niveau de l'intelligence moyenne. Je tiens à dire que c'est l'intelligence moyenne, hein. On aura toujours des gens en présence extrême. Simplement, les proportions changent. Les inégalités entre pays se voient, par exemple, le QI moyen est de 100 en Europe, ce qui est la moyenne absolue mondiale. Il sera de 70 en moyenne en Afrique et de 115 en Asie, les premiers pays étant Hong Kong, le Japon et la Corée. Donc on peut se dire que cette composante, cette différence génétique, si elle a été prouvée au sein d'une même population par l'étude que je vous ai présentée juste avant,
elle pourrait être beaucoup plus liée à l'environnement quand il s'agit de différences entre les pays, car on sait que l'environnement varie beaucoup entre les pays et un peu moins au sein d'un même pays. Ça peut être une hypothèse. C'est ce qu'a testé une étude de David Piffer en 2015 et qui a établi un score polygénique, c'est-à-dire que les gènes qui ont été associés grâce à ces séquençages, ces gènes qui ont été associés au QI, en fait, on leur attribue un score en fonction de leur influence sur le test de QI, qu'on appelle un score polygénique, qui inclut plusieurs gènes en fait. Et on a essayé d'établir une corrélation entre ce score polygénique et l'intelligence moyenne d'une population. Et on s'est rendu compte qu'il y a une corrélation encore plus forte. C'est-à-dire que la corrélation est de 0,91. Ça veut dire que 91% des variations d'intelligence, enfin de QI entre les pays, sont liées à la génétique en fait. Donc c'est là que ça devient extrêmement polémique. Et c'est pour ça aussi que le QI est un sujet très tabou, surtout en ce moment. Parce qu'il a été utilisé par le passé pour excuser beaucoup d'actions très peu excusables. Il y a une différence aussi, mais cette fois-ci d'un ordre différent entre les sexes, c'est-à-dire que les femmes ont un QI très légèrement supérieur à celui des hommes, dans les pays développés au moins, c'est là qu'on a fait les études. Mais il y a une autre différence, c'est-à-dire une différence de répartition. C'est-à-dire que la distribution est beaucoup plus irrégulière sur le spectre du QI chez les hommes, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus présents aux extrêmes. Vous aurez beaucoup plus de gens avec des graves problèmes mentaux chez les hommes et beaucoup plus de grands génies, c'est-à-dire par exemple, c'est ce qu'on remarque en fait au niveau des prix Nobel par exemple, c'est-à-dire que la proportion d'hommes est beaucoup plus élevée. Euh, L'évolution de ce phénomène. Euh, on a pu observer une augmentation permanente du QI au fil des décennies, depuis le début de ces mesures, ce qu'on appelle l'effet Flynn. C'est l'augmentation régulière observée depuis plusieurs siècles. Et en fait, cet effet Flynn, il a stagné, voire même réduit depuis le début des années 2000. Et la cause principale de cet effet Flynn, ça a été d'abord, évidemment, je pense, l'environnement, c'est-à-dire la réduction des accidents qui peuvent entraîner des pertes drastiques de QI chez certaines franges de la population, la baisse des carences, la meilleure alimentation. Mais aussi, c'est là que c'est important, c'est la part de plus en plus importante de l'intelligence dans la réussite scolaire, c'est-à-dire que la place de plus en plus importante des sciences, des mathématiques et d'autres d'autres champs de métiers qui nécessitent et qui valorisent en fait l'intelligence socialement et économiquement. Euh, Depuis les années 2000, il y a une réduction légère, et étant donné que la cause majeure du QI semble être la génétique, on pourrait, mais là on passe dans le champ des hypothèses, on pourrait spéculer que cette diminution est d'ordre génétique, c'est-à-dire que il y aurait une réduction du nombre d'enfants fait par les personnes les placées le plus haut sur le test de QI, et aussi l'apport de personnes placées plus bas sur le test de QI par l'immigration. Peut-être ça c'est juste une interprétation, mais ce qu'on peut voir justement c'est que les gens qui font de longues études aujourd'hui euh, font moins d'enfants, et on voit aussi venir en masse des gens venant de populations parfois moins avantagées sur ces tests. Maintenant que nous avons défini les faits et la situation, on va essayer de chercher une interprétation possible de ce phénomène et peut-être des actions possibles pour empêcher les problèmes qui peuvent être liés à ce phénomène. Donc la première chose qui est importante de préciser la première chose qui est importante de préciser, c'est que premièrement, le QI ne donne pas plus de valeur morale à un individu. Il y a d'ailleurs la plupart des grands meurtriers et tueurs en série avaient parfois des QI très élevés, certains dignitaires nazis aussi. Donc on voit vraiment que ça ne donne absolument pas de valeur morale à un individu. Donc ne donne pas une supériorité comme certains pourraient laisser l'entendre. Cependant, le QI reste essentiel à une société développée, à l'occidental j'entends. C'est-à-dire que les grands inventeurs ont systématiquement des QI au-dessus de 150. Les ingénieurs, les médecins,
tous les personnels faisant des études poussées, eux en général ont un QI moyen aux alentours de 120, 125, si ce n'est plus. Les professeurs d'université, dans les grandes universités, ont un QI, comme à Harvard par exemple, ont un QI moyen de 145. C'est donc que parfois, il faut certaines capacités pour accomplir certaines tâches qui sont essentielles au moins à une économie telle que la nôtre. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire selon moi? Eh bien d'abord, il ne faut pas faire de discrimination, c'est-à-dire surtout pas de discrimination négative, mais ça c'est plus le cas depuis un certain temps, mais en ce moment ce qu'on voit apparaître c'est de la discrimination positive. Celle-là, elle est incohérente parce que ce n'est pas par leur environnement principalement que les gens échouent, mais c'est surtout à cause de leur malchance à la naissance, on va dire, c'est-à-dire leur potentiel duquel ils ont hérité. Il faut aussi éviter le nivellement vers le bas, parce que ce n'est pas en cherchant à éduquer le plus de monde possible qu'on arrivera à remonter les capacités de tous. Ça ne fonctionne pas, ce que prouve l'éducation française depuis plusieurs décennies. Ce qu'il ne faut pas faire évidemment, c'est nier le problème, parce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est déjà qu'il y a une baisse de ce QI dans les pays développés, que toutes les économies qui ne cherchent pas à résoudre ce problème, c'est-à-dire que les économies des pays en voie de développement, j'entends, ne semblent toujours pas s'en sortir quand le QI moyen est très bas, c'est-à-dire que le QI moyen en général en dessous de 90-80 semble être très gênant pour développer une économie. C'est ce qu'on a pu voir par exemple en comparant l'exemple de la Chine ou de la Corée du Sud ou du Japon avec leur rapidité de développement avec les pays d'Afrique. C'est d'ailleurs ce qu'a dit une célèbre phrase de James Watson, qui est non moins que le prix Nobel pour la co-découverte de l'ADN, donc quand même une des plus grandes révolutions scientifiques du XXe siècle. James Watson a dit le problème avec la stratégie de développement de l'Afrique, c'est qu'elle se base sur l'assumption que nous avons les mêmes capacités de développement et le même potentiel intellectuel, ce qui ne semble pas être le cas. Ce qu'il faut aussi éviter dans les pays occidentaux, évidemment, c'est qu'il faut réduire l'immigration, car même encore une fois, si le QI n'a pas plus de valeur morale, il est quand même essentiel pour maintenir une économie comme la nôtre, donc ça risque de fortement dégrader l'économie, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. On voit d'ailleurs que la plupart des immigrés ou descendants d'immigrés sont extrêmement représentés dans les statistiques de chômage, de crime et de pauvreté, ce qui n'est ni bénéfique pour eux ni pour nous. Et surtout, maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense déjà qu'il faudrait faire des allocations inversées, c'est-à-dire que tout le monde a le droit à beaucoup d'allocations pour un seul enfant. Les allocations seraient divisées par 2 pour 2 enfants, par 3 pour 3 enfants, et ainsi de suite. C'est-à-dire que tout le monde aurait le droit à un enfant, mais il faudrait vraiment avoir les capacités économiques pour pouvoir élever plus d'un enfant. Pour qu'ils vivent déjà premièrement dans des meilleures conditions, mais aussi que on évite une sorte de dysgénie qui entraînerait une baisse du QI moyen. Il faudrait aussi faire des incitations pour que les gens les plus éduqués puissent avoir plus d'enfants, comme par exemple la gratuité des places en crèche, mais aussi de l'information, c'est-à-dire même on leur demande peut-être on leur fait signifier l'importance qu'ils fassent des enfants. Et la dernière chose qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut comprendre qu'il faut à la fois réaliser une aide à ceux qui souffrent de ce problème, et également continuer à faire des efforts pour réduire le problème. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, nier le problème, comme on veut le faire, ça met au banc de la société toutes les personnes qui en souffrent. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez en général un QI en dessous de 85, vous ne pouvez quasiment trouver aucune place dans le marché du travail. C'est-à-dire par exemple que quand vous avez l'armée américaine, par exemple, interdit aux gens qui ont un QI inférieur à 83 de rentrer dans les rangs. Parce qu'ils considèrent que ces gens-là n'ont aucune compétence à amener à l'armée et sont même peut-être un danger potentiel en cas de crise. Ce qui montre bien que ces gens-là déjà souffrent en fait de ça et ont toujours des situations dans lesquelles ce sera problématique pour eux et que leur vie reste définie par ça sans qu'ils reçoivent d'aide.
Donc il faut déjà faire une aide au problème, c'est-à-dire par exemple le prendre en compte et essayer d'accompagner les gens qui souffrent de ça, comme c'est déjà le cas aujourd'hui en grande partie d'ailleurs, qui souffrent justement d'avoir des capacités plus basses que les autres. Et en même temps, il faut essayer de réduire le problème, c'est-à-dire que je pense que il faudrait faire, par exemple, une sélection des spermatozoïdes du père ou des embryons des deux parents pour et établir un score polygénique pour ensuite implanter les embryons ayant les meilleurs scores polygéniques. Ça s'appelle le DPI, ça se réalise déjà par rapport aux maladies génétiques dans beaucoup de pays, notamment en France. On le fait pour les familles qui souffrent de maladies génétiques à répétition pour empêcher que l'enfant qui naisse récupère les mauvaises allèles, les mauvaises versions du gène. Pour tirer un parallèle, aujourd'hui, ce serait un parallèle avec par exemple la trisomie 21, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on fait le dépistage de la trisomie 21 qui aboutit dans 90% des cas à un avortement, mais c'est pas pour autant, on essaie de réduire le problème, mais c'est pas pour autant en fait qu'on va maltraiter en fait les trisomiques une fois qu'ils sont nés. C'est la dualité que les gens ne comprennent pas, c'est-à-dire que empêcher que le problème apparaisse n'est pas nier l'humanité de ceux qui en souffrent en fait, c'est même l'inverse. Parce qu'en fait, si on considère que justement le problème est d'origine génétique, alors ça retire toute vision de mérite ou non. C'est-à-dire que les gens qui souffrent de ça ne sont pas responsables de leur inadéquation à la société. Et évidemment, il est bon de préciser que l'éducation, elle est toujours importante, hein, parce que si l'intelligence fait beaucoup pour une société, elle n'est rien sans l'éducation. Parce que il vaut mieux évidemment avoir un génie qui devienne ingénieur qu'agent d'entretien. Et il vaut mieux que les gens puissent avoir les connaissances et les compétences pour exploiter au maximum leur potentiel. Euh, et évidemment, il faut peut-être que l'éducation, surtout l'éducation en France, prenne plus en compte ce facteur, peut-être en faisant des classes séparées en fonction des différents potentiels, évidemment par des tests hein, qui ne sont pas génétiques, c'est-à-dire des tests en fonction des capacités réelles de l'enfant, c'est-à-dire que ceux qui sont capables d'aller plus vite puissent avoir de l'aide, d'ailleurs ce qui est peut-être permettrait de leur faire terminer leurs études plus tôt et donc du coup d'économiser de l'argent et eux de leur économiser du temps, et en même temps pour pouvoir faire un travail plus approfondi et réinvestir ces moyens sur ceux qui ont besoin le plus d'aide. Voilà, j'espère avoir ouvert une discussion, peut-être que certains, à laquelle certains avaient déjà pensé, et approfondi un sujet dont on parle très peu en France malheureusement, parce que c'est assez tabou. Je compte faire d'autres vidéos, donc essayez de continuer à me suivre. Je vais essayer d'en faire régulièrement. Je suis en vacances en ce moment, donc ça devrait aller. Et n'hésitez pas évidemment à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et à partager si vous pensez que le sujet est intéressant. Euh, Bonnes vacances à tous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.